Salut à tous les amis de la Rivière Blanche. Aujourd'hui, on va parler d'une chose souvent mal comprise et pourtant fondamentale à Seven Day to Die, la portance. C'est quoi la portance? Eh bien la portance, c'est la principale loi physique qui régit le monde de Seven Day to Die. Comme expliqué dans les épisodes précédents, le monde entier de Seven Day to Die est constitué de blocs, et ces blocs forment des colonnes qui constituent le monde. Toutes vos constructions sont à base de ces colonnes. Tant que ces colonnes reposent sur le sol, la masse est nulle. On parle de stabilité. À partir du moment où ces blocs reposent sur le vide, on parle de portance. Avant d'aller plus loin, il est bon de rappeler quelques principes de base. Comment calculer la portance d'un bloc? Il vous suffit de diviser la donnée support horizontale par la masse du bloc en question. Un bloc, qu'il soit donc de pierre à pavé ou de béton, a donc une portance de 12 blocs. Un support horizontal de 120 divisé par 10. Un bloc d'acier a lui une portance de 15 blocs. Support horizontal 300 divisé par 20. Et vous pouvez faire ainsi pour tous les blocs du jeu. Un bloc de verre par balle par exemple a un support horizontal de 60. Divisé par 10, cela donne 6 blocs. Quant au verre, 20 divisé par 5, 4 blocs de portance. Mais à partir de quel moment parle-t-on de portance? Eh bien on parle de portance à partir du moment où un bloc d'une colonne, donc stable, supporte la masse de blocs posés dans le vide. A noter que depuis l'Alpha 20, un peu comme dans le jeu Valheim, il existe un système de couleurs qui vous permet de savoir quand votre structure arrive à un moment de tension. Les blocs, ici des blocs de bois, se colorisent en jaune. Ça veut dire que j'approche de la masse maximale. Dès que le bloc se colorise en rouge, cela veut dire que la masse globale de ma structure, ici ma ligne de bloc, dépasse les capacités du bloc porteur. Et cela va provoquer la chute de toute la structure. Un détail très important à prendre en compte. On avait dit tout à l'heure que des blocs de béton, ça avait une portance de 12 blocs. Mais ceci à condition que le bloc porteur soit capable de supporter cette masse. Ici dans cet exemple, j'utilise un bloc de bois. Il n'est pas capable de supporter une ligne de bloc de béton. Je n'arrive donc pas à 12 blocs. Dès que la masse est dépassée, ça provoque la chute de l'ensemble. Je reproduis mon expérience sur une colonne de bois. Et cette fois-ci, j'y pose un bloc de béton, d'une portance de 12 blocs. Et là, je peux mettre 12 blocs sans aucun problème, car c'est le bloc porteur qui permet de supporter la masse de 12 blocs de béton. Une nouvelle fois, si je dépasse les capacités de support de masse du bloc porteur, tout s'écroule. Voici un schéma qui représente la stabilité. Comme vous pouvez le voir, la colonne de bloc est stable, c'est-à-dire que la portance ne joue pas. C'est ce qu'indique la couleur verte des blocs. On parle de portance à partir du bloc porteur, et plus on s'éloigne, plus la masse et donc la portance est maximale et plus les blocs se colorisent en rouge. A noter qu'il n'y a pas que les blocs de construction qui sont soumis à la portance. On avait récemment parlé des pics. Eh bien les pics sont eux aussi soumis à une règle de portance. Par exemple, des pieux de fer, eh bien je peux en empiler en ligne jusqu'à 15, ce qui est une portance extraordinaire. Si je fais le même test avec un bloc de support différent, ça ne tient pas longtemps. Il est donc très important de bien comprendre la répartition de la masse et la portance lorsque vous construisez des bases. Ici, un simple exemple. Je fais une ligne de 14 blocs de portance en acier. Et comme vous le voyez, la masse, c'est-à-dire la couleur, varie. J'ajoute donc le 15e bloc, mais cette fois-ci, je fais une seconde colonne. Un second bloc porteur. Et comme vous pouvez le constater, la charge de la masse a varié. La couleur des blocs a changé. Le point de tension dans la structure s'est déplacé et la masse s'est allégée. Qu'il suffise que je détruise ce second bloc porteur et à nouveau, le point de tension et la masse viennent de changer subitement. En résumé, un bloc porteur supporte donc toujours un nombre de blocs égal à sa portance. Peu importe qu'il s'agisse d'une ligne ou d'une toute autre forme, c'est le nombre de blocs qui importe. Tous ces blocs que j'empile ici sont empilés dans le vide. Il n'y a donc que le bloc porteur qui les supporte.
Si vous avez compris ça, alors vous avez compris pourquoi il convient de mettre de nombreuses colonnes stables, c'est-à-dire qui reposent sur le sol, pour supporter vos édifices. Simplement parce qu'ils supportent et répartissent la masse. Tous les édifices de Seven Dead to Die sont construits selon cette règle. Faisons une petite parenthèse pour parler d'un objet un peu spécial au niveau de la portance. Il s'agit du pont-levis. Le pont-levis, faites attention, parce qu'en fait, si vous faites un calcul de masse, n'oubliez jamais qu'il est multi-bloc. Ce qui veut dire que sa masse est répartie en fonction du nombre de blocs en espace qu'il occupe. Je décide donc de poser un pont-levis sur une rampe en acier, la plus solide qui existe, mais au-dessus du vide. Eh bien, ça croule. Si cela croule, c'est parce qu'il n'y avait aucune colonne stable pour retenir le pont-levis. Il suffit que je fasse le même test avec une simple colonne de bois stable, et elle est capable de soutenir le pont-levis. Tout ce qui est stable à l'écran est symbolisé en vert. Tout ce qui est soumis à la règle de portance à l'écran est colorisé en jaune. Afin de parler de stabilité et de portance à Seven Dead to Die, j'ai choisi d'utiliser un des plus beaux édifices qui soit, un pont. Il s'agit des ponts que vous pouvez retrouver sur la map de Navesgate, et vous allez voir, ils expliquent parfaitement le principe de portance et de stabilité. En effet, tout ce qui est stable à l'écran est représenté en vert. Tout ce qui repose sur le sol, qu'il s'agisse de blocs au sol ou de colonnes. Il n'y a pas de principe de portance. Dès qu'on voit de la couleur, c'est que la portance joue, et donc que ces blocs reposent sur du vide et sont régis par la règle de portance. Et plus la portance est éloignée d'un bloc porteur, plus cela se colorise en rouge. Le milieu du pont au-dessus de la rivière et au-dessus du vide est le point de tension maximum de l'édifice. En détruisant des blocs porteurs, je détruis de nombreuses parties de l'édifice. Si vous avez compris ça, alors vous avez compris pourquoi il est plus dangereux et plus difficile de construire des bases sur piliers qu'avec des murs. Simplement parce que pour provoquer la chute d'un pilier, il suffit de détruire un bloc. Alors que pour détruire un mur, vous allez devoir détruire une série de blocs. Une série de blocs pouvant aller jusqu'à la portance maximale du bloc en question. Comme une petite démonstration vaut mieux qu'un long discours, alors Papy va s'y coller. Je construis une première base avec 4 murs de blocs de béton. Imaginez un instant qu'une horde Z se met à détruire les blocs de votre base les uns après les autres. Eh bien, avec 4 murs en béton, il va leur falloir du temps. Ils vont devoir détruire de très nombreux blocs avant d'atteindre la stabilité de l'édifice. Si par hasard vous vous êtes amusé à compter le nombre de blocs que je viens de détruire, je viens d'en détruire 26. Et comme vous allez pouvoir le constater, la stabilité de l'édifice n'est pas remise en cause. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il existe encore de nombreux blocs porteurs. Et vu la portance des blocs de béton, 12 blocs, je suis encore à l'abri pour un bon moment sur cette toiture. Je continue donc mon test. Il faut que je détruise une trentaine de blocs avant d'apercevoir une variation de la masse. Et au 37e bloc, ça croule. C'est donc là l'énorme avantage des bases avec des murs. C'est qu'il s'agit en fait de blocs porteurs, de colonnes de blocs porteurs avec des blocs de portance. Et si c'est le béton, c'est quand même 12 blocs de portance. Et c'est là que si on compare avec une base qui repose sur des piliers, elle, quand on va s'attaquer à ces piliers, on va directement s'attaquer à la structure et à la stabilité de tout l'édifice. J'ajoute même un pilier central à l'édifice, et quand je détruis les blocs, je détruis les 2 blocs des colonnes, alors que finalement, j'aurais pu n'en détruire qu'un seul. Après 8 blocs, on peut déjà voir que l'édifice est sous tension. Observez dès à présent, à chaque fois que je détruis un bloc, les variations de couleur qui indiquent les variations de masse. L'édifice est de plus en plus tendu. Et après une dizaine de blocs, toute la base s'écroule. Alors évidemment, on pourrait dire oui, mais des piliers on peut les renforcer. Oui, mais des murs on peut aussi les renforcer. Et de toute façon,
des murs seront toujours plus stables qu'une structure sur des piliers. Voici un autre exemple d'une erreur que vous pourriez commettre en construisant une base anti-homme. Vous voulez construire un portique à votre base, mais vous ne construisez pas les piliers porteurs. Vous savez, ceux qui vous auraient permis de construire aussi haut que vous vouliez. Non, vous avez oublié de les placer et vous avez construit votre portique sur du vide. Comme vous pouvez le voir, il est déjà sous tension. Tous ces blocs ne reposent en fait que sur 2 blocs porteurs. Et ça va être encore pire quand je vais ajouter des poteaux, parce que tous ces blocs vont s'ajouter à la portance. Et pour finir, ça va dépasser la masse critique et ça va crouler. Si vous aviez pris soin de réaliser 2 colonnes de blocs porteurs, vous auriez pu monter aussi haut que vous le vouliez avec cette structure. En définitif, une construction sûre, c'est une construction qui a de nombreux points d'appui, de colonnes de blocs et de stabilité. J'espère qu'avec ça, ça évitera que ça croule. Oh ouais, faut pas que ça croule.